Bonjour à tout le monde s'en fout. Une émission où le principe est simple, on reçoit des célébrités d'avant pour savoir où ils sont rendus dans leur vie tous les jours aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui sera Nathanaël DeWilde, 20 ans, un ancien tireur à l'arc de l'élite québécoise ainsi que canadienne, un étudiant au certificat de l'entraînement physique appliqué au sport de l'Université de Sherbrooke et qui a passé par le cégep de Sherbrooke en études des sciences humaines. Quel profil? Études internationales. Études internationales. Parfait. Donc, on va faire un vite récapitulatif de son parcours sportif. Nathanaël a débuté son parcours en 2009 pour le club de tir à l'arc de Granby. Un petit club très récréatif. Parfait. En 2010, seulement un an après son début, il se qualifie pour les Jeux du Québec de Gatineau. C'est sa première compétition. Exact? Oui. Donc, on commence pas avec une petite compétition. On commence avec les Jeux du Québec. Tout à fait. On n'attend pas. En 2011, il fait son entrée sur le circuit compétitif du Québec. Oui, le circuit provincial. Le circuit provincial. Parfait. Donc là, on commence à voir qu'il y a des vrais compétiteurs, que la ligue est forte. On voit que c'est pas une petite simple affaire. J'ai eu la piqûre aux Jeux du Québec en fait. Comme c'était ma première grosse compétition, puis j'ai vu les vrais tireurs, les vrais compétiteurs du circuit provincial, puis c'est là que j'ai vraiment eu envie de continuer dans le tir. Parfait. Donc, en 2012, une très grosse année 2012. On commence 2012 avec le championnat provincial et première place au championnat provincial. Donc, il se fait sélectionner sur l'équipe du Québec. Et ensuite, en 2012, c'est le championnat canadien de Vancouver, donc la plus grosse compétition à ce jour pour Nathanaël. Et il finit deuxième aux Jeux du Québec de Gatineau. Exact? De Gatineau, non, de Gatineau c'était en 2010. C'est aux Jeux de Shawinigan. Ah, Shawinigan. Désolé de l'erreur. Rectification de Il n'y a Nathanaël. pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, en 2013, une grosse année qui suit après 2012, donc 2013, on souhaite une aussi bonne année. On commence avec la participation au championnat américain en Ohio. Il finit deuxième à cette compétition, très bon, et il s'est classé quatrième pour les championnats du monde jeunesse en Chine, mais il prenait seulement les 3 premiers. Donc il était la personne qu'il allait prendre si quelqu'un se blessait ou ne pouvait pas participer au championnat du monde jeunesse. Donc il devait s'entraîner fort pour pouvoir aller au championnat du monde s'il pouvait. Exact? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, le sport d'élite demande énormément de temps et d'engagement. Donc, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi qui a été le plus grand sacrifice que tu as dû faire lors de ta carrière? Je pense que le plus grand sacrifice, c'est vraiment dans la sphère sociale de ma vie. Surtout au secondaire, durant mon adolescence, je pense que j'ai fait très peu de fêtes, très peu d'activités avec des amis. Parce que je me concentrais souvent sur ma vie de sportif, sur ma carrière de tireur. Donc, je pense vraiment que c'est la sphère qui a été le plus sacrifiée, la sphère sociale de ma vie. Et pendant que tu pratiquais ton sport, est-ce que tu ressentais que tu faisais ce sacrifice-là ou c'est après coup que tu as senti j'ai manqué une partie de ma vie et c'est là que tu t'es rendu compte j'ai fait beaucoup de sacrifices ou pendant que tu le faisais, tu ressentais pas que c'était un sacrifice? Je pense que c'est vraiment quand je suis arrivé au cégep, quand j'ai arrêté de tirer, que j'ai réalisé que il y avait une partie de ma vie sociale qui avait été un peu laissée de côté durant l'adolescence. Parce que durant mon secondaire, je ne le réalisais pas que je passais à côté si on veut, un cheminement d'adolescent normal. J'avais d'autres amis qui pratiquaient des sports de haut niveau, puis je crois que on s'aidait dans ce parcours-là de sportif, en fait. Est-ce que par la suite, tu as eu des regrets par rapport au sacrifice que tu as fait pendant ton Non, vraiment pas. Je pense que le sport m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de discipline, beaucoup d'autonomie. Puis je crois qu'il y a tout sauf du regret dans cette expérience-là. Donc, si tu avais à refaire l'expérience, tu changerais rien dans ton parcours ou il y aurait quelque chose que tu modifierais pour pouvoir avoir un meilleur soit parcours sportif ou pouvoir mieux concilier les sphères de ta vie? Ouais, je crois qu'il manquait un peu un équilibre dans
mon parcours de tireur, entre justement ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma vie familiale et le sport. Je donnais trop d'importance, je crois, au sport. Ça en est résulté une blessure quand même assez importante, puis vraiment une baisse de motivation dans toutes les sphères de ma vie quand j'ai pas atteint mes objectifs. J'étais vraiment entré dans un surentraînement, puis pour dire que je tirais plus que le meilleur Olympien au Canada, ça en dit long, je crois. Là. J'ai eu vraiment un été entre le secondaire 5 puis ma première année de cégep, où que je me levais tôt le matin pour tirer jusqu'à midi. Quand il faisait trop chaud, je prenais une pause jusqu'à 4 heures, puis je recommençais le soir. Puis je pense que cet été-là était vraiment, à la limite, malsain pour ma personne, en fait. Donc, on peut en conclure que après coup, tu aurais pu mieux gérer ton temps et ton énergie pour pouvoir avoir une carrière un peu plus longue et plus saine en évitant une blessure. Donc, la blessure consistait en quoi exactement? C'était une déchirure d'un muscle dans l'épaule, je ne me rappelle plus exactement. Puisque le tir à l'arc, c'est un sport assez asymétrique, on tire tout le temps du même côté. Donc, si je tire 500-600 flèches par jour, ben 500 fois faire le même mouvement, ça peut être assez dommageable pour les muscles. Très compréhensible. En tant qu'athlète, je peux savoir qu'une organisation est essentielle pour pouvoir bien réussir à l'école et bien performer dans le sport. Donc, pour toi, comment ça s'est passé, cette conciliation école et sport? Je pense que c'est bien déroulé. Durant mon secondaire, j'ai été chanceux. J'étais en sport-études, soit basketball ou ski de fond selon les années scolaires. Puis l'école était très conciliante à ce que je manque de l'école pour pouvoir aller m'entraîner. À ce moment-là, je m'entraînais à Montréal. Donc 2 à 3 fois semaine, dépendant des années scolaires, je partais en Imocar de Magog pour aller m'entraîner à Montréal. Puis aussi, mon entraîneur me demandait des rapports par courriel de mes entraînements à la maison. Donc ma conciliation plutôt travail scolaire et sport, ça s'est assez bien fait. J'avais une bonne gestion du temps, une bonne organisation, puis j'avais beaucoup d'outils pour m'aider, je crois, dans cette organisation-là. Puis c'est pas mal ça. Je crois que. Puis j'avais aussi un peu de facilité au secondaire, à l'école. Donc c'était pas très difficile pour moi, je crois, jumeler et sport et école. Parfait. Donc, as-tu eu une personne significative qui t'a aidé à t'adapter au changement entre la grande ligue et la petite ligue? Non, je pense que. Étonnamment, j'ai été assez autonome sur ce saut-là, puisque j'étais le seul athlète de ce niveau-là en Estrie. Tous les modèles que j'aurais pu avoir étaient à Montréal, mais je les côtoyais pas assez souvent pour qu'ils aient une influence assez grande sur moi, je pense. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé à faire ce saut-là. Mes parents m'ont beaucoup aidé, autant émotionnellement que financièrement. Puis aussi mon entraîneur a joué un grand rôle aussi. Mon entraîneur qui a entraîné des Olympiens puis tout ça. Donc il y avait assez d'expérience pour m'accompagner dans cette transition-là du parcours compétitif un peu plus mineur à celui un peu plus majeur. Parfait. Donc, on sait aussi qu'un bon mental est important pour un athlète. Donc, à la suite du cours de psychologie sportive, penses-tu que tu aurais pu être un meilleur athlète en ayant eu ce cours-là auparavant? Je pense que oui. Ce cours-là vraiment m'a permis de mettre des mots sur des expériences que j'ai eues, des expériences plutôt négatives que j'ai eues dans le tir. C'est évident que je me suis surentraîné puis que je me mettais beaucoup trop de pression quand j'étais tireur vers les 16-17 ans. Quand on disait que je tirais plus que le meilleur au Canada, ben, je crois que c'est l'exemple le plus marquant. J'étais réputé au Canada autant par l'équipe senior que par mes compétiteurs pour être un athlète avec une très bonne technique théorique. Mais je crois que ce qui me manquait, c'était vraiment l'aspect mental, de rester constant, de ne pas flancher sous la pression, puis de rester dans la zone. On a vu un peu la zone de performance. Le moment où tout va bien, mais dès qu'on se dit que tout va bien, ben, on sort de cette zone de performance-là. Puis c'est cet aspect-là qui était difficile dans mon cheminement de tireur, je crois. Donc,
je pense que ma grande faiblesse, c'était vraiment l'aspect mental. Donc, aussi en tant qu'athlète, je peux savoir que certains sports ont plus de chances d'avoir des psychologues sportifs. Donc, en tir à l'arc, comment étaient les opportunités de pouvoir côtoyer des professionnels, autant que ce soit un physiothérapeute pour une blessure ou un psychologue sportif pour les compétitions comme ça. Donc, est-ce que vous étiez bien entouré lors des compétitions? Pas à mon niveau, puis le tir à l'arc, faut, faut le dire, c'est pas un sport très très populaire, très très commun. Je suis garanti que tu peux pas nommer aucun des Olympiens de l'équipe Canada qui a participé aux 3 derniers Jeux Olympiques, mais c'est normal, il y a très peu de monde qui les connaît, puis donc les ressources, autant en nutrition, en physio, en psycho, ben, je crois qu'elles sont plutôt inexistantes au niveau que je suis. Avec l'équipe canadienne, l'équipe olympienne, je crois qu'ils ont des ressources, des bonnes ressources. Par contre, mon coach, mon entraîneur avait un bon arrière-plan au plan préparation mentale surtout. On a usé de plusieurs stratégies mentales, des capteurs sur la tête qui mesuraient des trucs dans mon cerveau avec des écrans. C'était très très, je dirais, spécialisé puis tout ça. Puis il y avait plusieurs formations dans ce domaine-là. Donc on travaillait sur différents points pour l'aspect mental, puisque c'était ma faiblesse en fait. Donc je pense qu'on se dirigeait vers les bonnes choses, mais ça n'a jamais abouti, je crois. D'accord. Parce que, veux pas, l'aspect mental rendu à un haut niveau prend de plus en plus d'importance. Alors, c'est sûr qu'il y a des sports où le mental est un peu moins important que d'autres. Et donc, le tir à l'arc, selon toi, le mental prend une place très importante? Ouais, je pense que c'est un des sports avec dont l'aspect mental prend le plus d'importance. Il faut tout le temps avoir un équilibre entre nos pensées et nos actions physiques. Si je compare par exemple avec la course, je suis un coureur depuis quelques années un peu plus récréatif, mais je me pousse quand même dans mes entraînements en course. Puis je sais que si je veux courir plus rapidement, ben, je cours plus vite puis je me donne plus. Tandis qu'en tir à l'arc, si je veux faire un meilleur score, faut pas que j'exagère mes mouvements ou que je force plus. On doit tout le temps rester constant, puis c'est ça la difficulté en fait, c'est la constance dans le sport, puis je pense que l'aspect mental influence beaucoup dans cette constance-là. D'accord, très intéressant. Maintenant, on va un peu plus parler de maintenant. Comment ça s'est passé après la fin de la carrière. Donc, quand tu as cessé de compétitionner au sein de l'équipe, est-ce que tu as senti un vide? Est-ce que ça te manquait? Est-ce que tu voulais retourner dans l'équipe, retourner compétitionner ou changer de sport de compétition? Ou le sport était terminé pour toi? C'était très difficile comme arrêt. J'ai été dans une phase limite dépressive durant le cégep, puisqu'il y avait vraiment un manque qui était créé par l'arrêt du sport de compétition. Puis en plus, j'étais un peu dépaysé dans un milieu social que je côtoyais de plus en plus. Puisqu'on disait qu'au secondaire, je participais plus ou moins aux fêtes, puis tout ça. Au cégep, au contraire, j'y allais un peu plus. Donc c'était vraiment assez déstabilisant le début de mon cégep pour ces raisons-là. Mais je pense que je m'en suis bien sorti. Parfait. Et donc, en te connaissant quand même assez bien, je sais que tu n'es pas quelqu'un de. Tu es quelqu'un facile d'approche. Donc, tu as beaucoup d'entre-gens, tu entretiens des bonnes relations avec tout le monde. Donc, quand tu t'entraînais beaucoup, est-ce que tu t'es un peu plus renfermé sur toi-même et c'est que rendu au cégep ou que tu as commencé à rencontrer plus de monde, tu es devenu plus extraverti? Je pense que oui, sérieusement. Je m'étais jamais posé la question, mais c'est une excellente question. Je pense que oui. Quand que je m'entraînais en tir, la grande partie de mon entraînement se faisait dans ma cour, chez mes parents. J'habitais à Stucley-Sud, on avait un grand terrain dans le bois. Puis j'avais un champ de tir qu'on avait fait, moi et mes parents. On avait déforesté, si on veut, une partie du boisé. Puis on avait un 70 mètres de tir, la distance
d'un tireur de mon niveau. Puis je passais mes 4 heures par jour durant l'été tout seul dans la forêt à tirer. Donc c'était j'étais assez renfermé sur soi si on veut. Puis c'est vrai qu'au cégep peut-être que j'ai explosé socialement, puis c'est là que mon aspect plus social a vraiment pris de l'ampleur. Très très intéressant. Je crois que ça, c'est arrivé à plus d'une personne, à plusieurs athlètes, qu'ils prenaient leur sport très au sérieux au secondaire et rendus au cégep, et ils commencent à se dissocier un peu de leur sport, moins d'importance, et c'est à ce moment qu'ils commencent à faire un peu plus de social et à développer leur à devenir plus extravertis. Ben oui, je pense qu'il y a beaucoup de distractions au cégep pour ça. Tout ce qui est bière, alcool, les femmes, les hommes, ben, je pense qu'il y a beaucoup de distractions qui, qui nous empêchent, si on veut, de percer dans le sport puis de persévérer. C'est vraiment des distractions majeures, je pense, aussi dans un cheminement humain. Exactement. Donc, le sport prenait beaucoup de place dans ta vie lors de ton parcours au secondaire. Donc, une fois que tu as arrêté, as-tu remplacé le sport par quelque chose? Parce que je sais que tu arbitres beaucoup, donc ça prend une bonne partie de ta vie. Tu fais de nouveaux cours pour être un meilleur arbitre. Tu veux toujours te perfectionner. Donc, est-ce que c'est en quelque sorte quelque chose qui a pu remplacer le sport? Oui, je pense que oui, parce qu'en ce moment, je considère vraiment mon parcours comme arbitre au soccer comme une performance sportive. Je veux toujours m'améliorer, puis je veux toujours atteindre un niveau plus élevé, comme que je le voulais en tir à l'arc, en fait. Puis mon premier emploi d'été, en fait, c'était autour de 15 ans, je crois, puis c'était justement arbitre au soccer. Donc, pendant un moment, je faisais et arbitre et tireur, mais mon parcours comme arbitre, au début, était essentiellement pour un gagne-pain dans un domaine qui m'intéresse. Aujourd'hui, je le vois vraiment plus comme une passion un peu plus qui se rapporte un peu plus au tir à l'arc, je le pense. Donc oui, quand j'ai arrêté le tir à l'arc, je me suis un peu plus concentré sur l'arbitrage au soccer, puis c'est vraiment rendu ma discipline, si on veut. Parfait, parfait. Donc, qu'est-ce qui est ta plus grande fierté dans le sport? Ton plus grand accomplissement dans toute ta carrière, dans tous tes accomplissements? Je crois que le niveau en tir à l'arc, puis ce que j'ai atteint en tir à l'arc, ça me rend assez fier quand même. Mais je dirais que, puisque en ce moment je baigne dans le monde du soccer, je crois que mes accomplissements dans l'arbitrage me valorisent un peu plus, puis sont un peu plus récompensés par mon entourage qui est essentiellement du monde issu du soccer. Donc, oui, je peux impressionner quelqu'un et m'impressionner moi-même en disant que j'ai fait des bons résultats en tir à l'arc puis participer à des grosses compétitions, mais les gros matchs que j'arbitre au soccer me valorisent plus, je pense, dans le moment. Donc, juste pour savoir, je suis un peu curieux, quel est le plus gros match de soccer que tu as eu la chance d'arbitrer? J'ai arbitré, mais dernièrement, j'ai commencé à arbitrer l'universitaire, donc j'ai arbitré l'équipe féminine Vert et Or contre l'équipe féminine de Bishop, qui est un peu une grande rivalité, puisque pour la proximité des écoles, puis pour l'ambiance qu'il y avait dans le stade, c'est un match assez intéressant. Sinon, côté calibre, je crois que j'ai arbitré mes premiers matchs semi-professionnels cet été. D'ailleurs, j'en ai arbitré un cet après-midi. C'est les équipes semi-professionnelles de Montréal. Mont-Royal, Outremont contre Blainville, par exemple. Ah, oui. Qui sont vraiment dans l'élite en plus du semi-professionnel. Cet été, ces équipes-là risquent de jouer contre l'Impact de Montréal avec différentes compétitions. Donc, je trouve ça assez intéressant de pouvoir dire que j'ai arbitré une équipe qui joue contre l'équipe professionnelle du Québec. Donc, ça, j'aime bien. Sinon, à des plus petits niveaux, j'ai arbitré au Jeux du Québec. J'ai arbitré la finale masculine chez les 13 ans, en fait. Au Jeux du Québec, c'est les 13 ans, mais j'étais sur la grande finale qui opposait Rive-Sud contre Montréal. Intéressant. Donc, comment ça marche l'arbitrage au soccer? Alors, est-ce que c'est comme des niveaux que tu dois prendre des cours pour augmenter de paliers, comme par exemple en étant moniteur de snow? Moi, j'ai débuté en étant à niveau 1. Après ça, en ayant assez d'expérience en tant que niveau 1, tu peux t'inscrire à faire le niveau 2.
et ainsi de suite jusqu'au niveau 4. Et c'est de plus en plus important. Donc, le salaire vient souvent avec. Donc, comment ça marche exactement l'organisation de l'arbitrage? C'est extrêmement structuré, beaucoup plus qu'on peut le penser. Puis très compétitif aussi entre arbitres. Au niveau que je suis, pas mal tous les arbitres veulent percer dans l'arbitrage et considèrent l'arbitrage vraiment comme une discipline sportive. Et oui, on est équipé, outillé par des différentes licences, différents grades qu'on appelle. Donc essentiellement, il y a 6 grades. Là, en ce moment, je suis au 3e grade, si on veut. Le 6e étant le grade international, le grade FIFA. Donc, si on veut, je suis à mi-parcours du grade pro. Mais je dirais que la deuxième moitié est beaucoup plus difficile La plupart du temps, c'est la deuxième moitié qui est plus difficile. Donc, on va aller à la pause publicitaire. Bonjour, je m'appelle Étienne Hosty, je vais vous présenter le Sticky. Le Sticky qui permet de ramasser des graines sur un divan en un seul coup de main. Et voilà, il n'y en a plus. Et il permet aussi de ramasser des épices qui ont tombé, des feuilles dans l'escalier, des pistaches dans l'auto. Et il permet aussi de ramasser les graines sur votre mari qui dort à cause qu'il est trop sous. Et il permet aussi d'être propre pour les soirées chic, tant sur un veston que sur de la laine. Et votre chat qui est désagréable qui prend son poil, ramassez en un coup de main. Votre chien, même chose. Et on peut même ramasser les poils sur le chien avant qu'il tombe. Et, mais on a besoin de le laver, on le rince à l'eau, on l'essuie, et il est comme neuf, c'est du silicone. Donc c'est durable. Et il le recolle comme à l'achat. Et on sauve plus de 100$ par année et c'est plus écologique. On peut même tuer des coquerelles à distance avec ça et se débarrasser des voisins fatigants. Et le sticky vient avec un petit sticky. Le petit sticky permet d'être prêt pour n'importe quelle rencontre à n'importe quel moment, que ce soit un patron ou une femme dans l'avion. Et le petit sticky, même dans les moments les plus désagréables, il va être là pour nous aider. Et il vient aussi avec un gros sticky, vous allez encore plus l'aimer. Pour les gros dégâts, donc il va ramasser pour les serrailles que vos enfants ont fait tomber, la litière que le chat a fait, pour les poils de votre chien, ou même pour les araignées en hauteur. Et encore des dégâts de votre chat, ou des scènes noires sur le plancher. Et il permet aussi, avec sa brosse, de faire ressortir les poils qui sont ancrés dans les tapis. Et le petit Shiki et le gros Shiki pour $19,95 et il vient avec le gros Shiki gratuitement. Et tout ça est garanti 10 ans. Appelez au 1-800-993-0983. 1-800-993-0983. En conclusion, à tout le monde s'en fout, Nathaniel DeWild, un ancien tireur à l'arc d'élite, dont on n'entend plus parler quand il ne pratique plus le sport, mais par contre, comme on peut voir, il est maintenant reconnu en tant qu'arbitre au Québec. Donc, c'est la preuve que même les athlètes d'élite d'antan peuvent avoir un futur plus rayonnant et se faire connaître dans d'autres sphères de la société. Donc, c'est la preuve que la vie après le sport n'est pas terminée et qu'il y a toujours possibilité de faire de grandes choses. Merci. Merci. Et bon avantage cet après-midi. Merci beaucoup. Un plaisir.